Économie le max sur i24 News, bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, quand la panique s'empare des grandes bourses mondiales, moins 6% la semaine dernière pour Paris ou New York, moins 8% encore ce lundi à Shanghai, Asie, Europe, Amérique, on se prépare à des jours difficiles. Est-ce la correction tant attendue et redoutée? Et les difficultés de la Chine peuvent-elles tout expliquer? Nous recevrons Eric Lewin. Et puis un anniversaire tragique, 10 ans depuis le passage de l'ouragan Katrina, des vents proches de 300 km/h balayaient alors la côte sud des États-Unis. Un bilan terrible, 1800 victimes et une Nouvelle-Orléans ravagée qui est devenue la ville du blues et du jazz. Page spéciale en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On fait le point avant cela sur l'essentiel de l'actu éco dans le monde, en commençant bien sûr par ce nouveau plongeon sur les marchés asiatiques, moins 4,6% à la clôture pour le Nikkei à Tokyo, 5e séance consécutive de baisse pour l'indice phare japonais, Hong Kong perd 5%, moins 8,5% on le disait à Shanghai, et tendance identique à Séoul et même jusqu'à Sydney. Taïwan accuse la plus forte chute de son histoire, moins 7,5%. Bref, une fois de plus, les investisseurs s'inquiètent de la torpeur qui règne sur l'économie mondiale, et en particulier des mauvais signaux en provenance de Pékin. Pékin qui vient justement d'autoriser son immense fonds de pension étatique à investir jusqu'à 30% de ses actifs sur les marchés d'actions locaux pour tenter bien sûr d'enrayer la spirale négative. Les autorités chinoises ne vont pas acheter immédiatement. Elles veulent juste faire savoir aux investisseurs qu'elles utiliseront les fonds de pension, de sécurité sociale ou même les réserves de change pour acheter des actions si le marché dévisse. Ce sont des signaux. Au moment où le marché tombe à ce niveau, le gouvernement n'est pas très agressif car il veut faire comprendre qu'il ne viendra pas au secours des investisseurs à chaque fois que les marchés plongeront. Voilà, et la Chine, on y reviendra évidemment dans un instant avec notre invité. Quoi qu'il en soit, l'Asie entraîne l'Europe dans la tourmente. Forte volatilité constatée encore aujourd'hui dès l'ouverture à Paris et à Francfort, où le DAX est ainsi passé sous la barre symbolique des 10 000 points. C'est une première depuis janvier. Psychologiquement, la barre des 10 000 est importante. L'indice n'est plus de 5 chiffres, mais de 4. Et nous sommes entrés dans un modus de panique. Les investisseurs sont en train de perdre leur sang-froid et tout le monde, même ceux qui manifestaient aucun intérêt dans les actions pendant l'été, se réveille en se disant « Que se passe-t-il en Chine ?» Le manque de croissance en Chine pourrait bloquer l'économie mondiale. Et autres symptômes de cette économie mondiale léthargique, les cours des matières premières qui s'enfoncent un peu plus. Le baril de pétrole WTI est tombé à New York sous le seuil psychologique, là encore, des $40, 38,8 à la mi-journée. C'est du jamais vu en 6 ans. On se rapproche du creux à $35 atteint durant la crise financière de 2008-2009. En Europe, le Brent suit le mouvement et une fois de plus, l'inquiétude au sujet de la Chine explique le phénomène. On s'attend aussi à une production américaine toujours supérieure à la demande. Les chiffres devraient d'ailleurs être publiés dans le courant de la semaine. Des nouvelles également du rouble, lui aussi décidément s'inscrit dans cette courbe baissière. La monnaie russe rechute à un nouveau plus bas pour cette année, 80 roubles pour 1 euro, 70 pour 1 dollar. De quoi entretenir les craintes de déstabilisation d'une économie qui touche le fond, embourbée dans la récession. En parallèle, la bourse de Moscou a abandonné près de 5%, affectée naturellement par la déroute asiatique. Et puis un mot de la réponse européenne au défi des migrants. Angela Merkel recevait ce lundi à Berlin François Hollande. Les dirigeants allemands et français veulent une politique européenne complète. Le vieux continent fait face sans doute au pire exode de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque jour son arrivée, pas moins de 7000 personnes sont ainsi entrées en Serbie durant le week-end en direction de l'Europe de l'Ouest. Au total, 340 000 migrants ont traversé les frontières de l'Union entre janvier et juillet, d'après l'agence Frontex. Pas de temps mort donc pour ce vent de panique qui s'empare des grandes places financières mondiales. On en parlait à l'instant pour l'Asie, mais la débâcle n'a épargné personne. Petite photographie d'abord, une seule couleur, vous le voyez, du rouge. De New York à Paris, on s'inquiète évidemment du très net ralentissement de l'économie chinoise. Et on pourrait poursuivre la liste. Francfort, Londres, Shanghai, tous tombés très loin de leur plus haut niveau de l'année. Ce n'est sans doute pas fini. Avant d'accueillir Eric Lewin, coup de projecteur sur Wall Street où on s'attendait à une correction, comme nous l'explique Johanna Citruc. Wall Street poursuit sa chute. Vendredi, l'indice phare, le Dow Jones, a clôturé sur une baisse de plus de 3%. Un tel plongeon n'avait pas eu lieu depuis octobre 2014. Le S&P 500 et le Nasdaq ont également terminé dans le rouge en fin de séance.
Les raisons principales, la perspective de remontée des taux par la Réserve fédérale américaine, la chute des prix du pétrole ou encore le ralentissement de la croissance chinoise, véritable moteur de l'activité mondiale ces 10 dernières années. C'est une combinaison de facteurs fondamentaux et psychologiques. Nous avons appris plusieurs mauvaises nouvelles comme l'économie chinoise qui ralentit ou la Fed incertaine au sujet de la remontée des taux d'intérêt. En 2014, la Chine a vu son PIB augmenter de 7,4%. Il s'agit de la plus faible croissance depuis 1990. Et cette année, elle ne devrait pas dépasser les 6,8% selon les estimations du FMI. Le plus dur, c'est notre difficulté à analyser l'économie chinoise. On ne fait pas vraiment confiance aux données de Pékin. Nous ne savons pas tout et les marchés détestent ce genre d'incertitude, comme nous avons ici. Mais pour certains analystes, la dégringolade de la bourse de New York n'est qu'une simple correction. Le prix des actions aurait donc été surévalué par rapport au contexte économique actuel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient voir une correction de 5 à 10%. Parce qu'il n'y en a pas eu vraiment depuis longtemps. Et c'est presque contre nature. Ça peut être vraiment sain pour le marché d'avoir une correction tant qu'elle n'affecte pas l'économie à long terme. La question est maintenant de savoir si cette correction est passagère ou durable. Voilà, simple à coup ou bien clap de fin sur une euphorie boursière qui durait depuis plus de 6 ans maintenant à New York. C'est Eric Levin qui va nous dire tout cela. Bonjour Eric. Bonjour David. Bienvenue à vous, rédacteur en chef des publications Agora. Eric, diagnostic Wall Street qui bat de l'aile, mis à part la Chine, on va en parler dans quelques minutes. 6 années quand même d'euphorie de fait sur les marchés. Est-ce que c'est pas normal, voire souhaitable peut-être qu'au bout d'un moment, une petite baisse de temps en temps, ça fait du bien? On ne comprenait pas pourquoi les marchés américains montaient comme ça. Là, on vient de perdre 10% depuis mi-mai. C'est une correction qui apparaît saine pour le marché américain, sauf qu'elle se produit dans un contexte géopolitique très compliqué, avec notamment de grandes difficultés non seulement en Chine, mais au Brésil et également en Russie. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'on peut être rentré peut-être dans un bear market, c'est-à-dire aller sans doute plus bas à la baisse à Wall Street. On a déjà vu que les sociétés américaines fortement présentes en Chine baissent beaucoup. Je pense à Apple, je pense à Nike qui ont fortement baissé. Ça pourrait, je dirais bien, ça pourrait continuer. Pour vous, une correction, c'est pas un mini-crash? Écoutez, moi j'aime pas tellement... c'est un peu l'anticipation. J'aime pas tellement parler de crack ou pas de crack. Ouais. C'est vrai que vendredi soir, la baisse de 3% a eu lieu dans un fort volume. La baisse de 3% également était surprenante. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un indice qui s'appelle l'indice VIX, c'est l'indice de la volatilité, qui mesure le degré de peur. Je crois qu'il a gagné 130% la semaine dernière, ce qui montre quand même qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur les marchés. Alors vous le disiez, Eric, ce qui est intéressant, c'est que cette chute à New York se produit dans le contexte forcément de chute des bourses asiatiques. Personne ne croit à la croissance à 7% à la Chine. C'est un nouveau cycle qui commence maintenant? Disons que la Chine est un petit peu coincée, mais il y aura des solutions, j'y reviendrai après. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a beaucoup surestimé cette croissance chinoise à 7%. Vous avez maintenant des experts qui pensent une croissance de l'ordre à 3 ou 4%, tout simplement parce que le modèle prôné par la Chine ne marche pas. Il y avait un modèle il y a 6 ans sur les exportations. Ils ont voulu faire un modèle sur la consommation, mais tout s'est déréglé avec une bourse qui est montée à cause notamment d'une spéculation effrénée de la part des petits porteurs. Vous savez qu'en Chine, là-bas, c'est surtout du casino pour les petits porteurs. Ils achètent beaucoup avec des appels de marge. L'immobilier se porte moins bien et puis surtout l'économie patine. Vous avez le commerce extérieur qui recule fortement. Et puis là, je crois qu'il y a un indice qui est sorti vendredi qui est à son plus bas depuis 6 ans. Alors ce qu'il faut quand même savoir sur la Chine, c'est que la Chine est le premier importateur de pétrole. C'est 45% des débouchés des matières, des métaux industriels dans le monde. Donc c'est un point important. Et c'est pour ça qu'il y a cette onde de choc sur les marchés actuellement. Donc vous pensez qu'on est parti pour un long atterrissage plutôt qu'un crash brutal pour la Chine, pour l'économie? Écoutez, il y a plusieurs solutions. D'abord, le hard landing, ce serait quoi? Ce serait de passer non pas une croissance de 7%, mais une croissance de 3 à 3,5%. Pour l'instant, je n'y crois pas beaucoup parce que la Chine a encore des marges de manœuvre. Alors, la première marge... demande intérieure aussi. La première marge de manœuvre, c'est la dévaluation du yuan. Mais ça serait très dommageable pour les économies mondiales, dans la mesure où le yuan sous-évalué prendrait des parts de marché aux États-Unis, prendrait des parts de marché en Europe, etc. Maintenant, il y a quand même d'autres solutions en Chine. Ils peuvent encore baisser les taux d'intérêt. N'oublions pas qu'on est sur un taux de 1,5% en inflation en Chine, alors que les taux d'intérêt sont à 4,8%. Donc, il y a encore de la marge. Le deuxième point, c'est qu'on peut baisser le coefficient de réserve obligatoire des banques et donc donner plus de marge aux banques pour fournir de nouveaux crédits. Vous pensez que Pékin peut rassurer les marchés avec toutes ces... Pour l'instant, ce qu'a fait Pékin, ça n'a pas rassuré.
toutes les mesures pour essayer de consolider la bourse, ça n'a pas marché. Ce week-end, on a vu qu'ils ont dit que le fonds de pension chinois pouvait acheter des actions. Ça n'a pas fonctionné puisque la bourse de Shanghai a perdu 9% ce matin. Maintenant, du côté monétaire, il y a quand même quelques solutions. Et moi, à mon sens, il devrait agiter très vite l'arme monétaire dans les jours qui viennent pour que la panique ne s'empare quand même pas des marchés. Alors justement, pour parler un petit peu de la région, vous êtes inquiet pour l'ensemble des marchés asiatiques. On sait que c'est eux qui sont les plus touchés avec ce début de semaine catastrophique. Ça peut durer ? Écoutez, je suis plutôt inquiet, moi, sur les BRICS, c'est-à-dire le Brésil et surtout la Russie. Les anciens grands pays émergents. Surtout les grands pays. Alors c'est sûr que les monnaies, la Malaisie, l'Indonésie, le Japon, il y a un effet de contagion. Mais pour moi, le vrai effet de contagion, c'est l'effet économique sur les gros producteurs de matières premières. Comme par exemple le Brésil, qui est en récession, qui a un scandale politique et qui subit la chute des matières premières. Et puis bien sûr la Russie avec le pétrole, parce qu'avec un baril de pétrole à $40, avec une récession en Russie qui devrait être de 2,5% cette année, c'est-à-dire un PIB qui chute de 2,5%, je suis très inquiet sur ces deux pays qui sont quand même deux mammouths dans l'économie mondiale. En 10 secondes, la hausse des taux aussi, c'est un autre ingrédient qui pourrait faire poursuivre cette tendance baissière aussi. Écoutez, pour l'instant, quand on voit que l'économie américaine va quand même peut-être un petit peu ralentir, on se dit que moi je serais Janet Yellen, la patronne de la Fed aujourd'hui, je ne ferai pas une hausse des taux en septembre, sans doute elle sera différée en décembre. Merci beaucoup Eric Lewin pour cette analyse. Allez, toute autre chose, une séquence mémoire. Il y a 10 ans, l'ouragan Katrina dévastait les côtes sud des États-Unis. 1800 morts et des dégâts estimés à plus de 150 milliards de dollars. Principale métropole affectée, la Nouvelle-Orléans, inondée à 80%. La plus grande ville de Louisiane a mis du temps à se relever. Et aujourd'hui, 6 mai, vous allez le voir, des quartiers abandonnés et aussi de vastes projets d'infrastructures. Explication en images avec Anthony Lesme. Une décennie après Katrina, la Louisiane pense encore ses plaies. Le 23 août 2005, des vents dépassant les 280 km/h déferlent sur la Nouvelle-Orléans. La mer déchaînée brise des digues trop faibles et rentre dans la ville. Bilan, 1833 personnes décèdent et les dommages matériels sont estimés à 150 milliards de dollars. Aujourd'hui encore, des quartiers sont à l'abandon. Une partie de la population, plus de 20%, n'a pas eu les moyens de reconstruire leur maison. C'est le cas de cet homme. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que vous allez faire pour réparer les rues? Pour trouver l'argent et des financements auprès du gouvernement fédéral et nous aider enfin à reconstruire notre maison et nous permettre de revenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer chez eux, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Beaucoup de quartiers portent encore les cicatrices de l'ouragan, en particulier les quartiers pauvres afro-américains. Racisme et criminalité continuent de ravager la Nouvelle-Orléans. Nous devons maintenant affronter les problèmes historiques de la ville avant même Katrina. Je parle des inégalités de revenus, de la forte dégradation des relations et du taux de criminalité toujours très important dans certaines parties de cette ville. Au niveau des infrastructures, les efforts insuffisants du début laissent place à des projets conséquents. Le nouveau système de digue est presque achevé, il aura coûté 14,5 milliards de dollars. Entre-temps, la Louisiane et le Mississippi subissent la plus grande catastrophe écologique américaine. Fin juin 2005, la plateforme pétrolière Deepwater explose. Des millions de tonnes de barils se déversent sur les côtes. En compensation, l'État de la Louisiane a reçu 6,8 milliards de dollars de la part de la compagnie BP en juillet dernier. Nous avons reçu des promesses de fonds qui vont nous parvenir suite à la marée noire provoquée par BP. Nous nous en servirons pour la restauration, mais aussi pour la protection du littoral. C'est une opportunité malheureuse, mais qui peut beaucoup nous aider. 10 ans après Katrina, des signes positifs éclairent tout de même l'avenir. Le taux d'occupation des hôtels est plus élevé qu'avant la tempête. 14 000 emplois ont été créés depuis 2010 et le rythme des créations d'entreprises est 64% plus soutenu que la moyenne nationale. Voilà, il y a de l'espoir du côté de New Orleans. Et on passe, nous, au Media Watch. La revue de presse qui revient aujourd'hui sur l'attaque du train Thalys en France vendredi dernier. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. Il y aura peut-être des conséquences économiques pour la SNCF. Effectivement, comme l'explique le quotidien français Le Figaro, cette attaque pourrait avoir des conséquences financières, notamment à long terme. Pourquoi? Premièrement, parce que la sécurité va être renforcée dans les gares avec des fouilles de bagages plus fréquentes, mais aussi des patrouilles plus nombreuses qui va nécessiter donc la mobilisation d'agents supplémentaires et qui dit plus de personnel dit forcément plus d'argent consacré au salaire, donc ça risque au final de se répercuter sur le prix des billets de train. Et puis deuxièmement, tous ces contrôles, eh bien, ça va faire perdre du temps aux passagers, alors que l'avantage du train, même si le trajet est parfois un petit peu long, eh bien, c'est justement le fait de pouvoir arriver à la dernière minute. Donc au final, les voyageurs pourraient opter pour d'autres modes de transport, comme par exemple l'avion. Sans doute un fort impact psychologique. En tout cas, train ou avion, un homme a entamé il y a quelques mois un tour du monde assez spécial puisqu'il utilise uniquement des bitcoins. Oui, son nom c'est Félix Wade.
Weiss. Il est luxembourgeois, il a 28 ans et il est programmeur. En janvier dernier, il a entamé un véritable tour du monde, donc avec cette contrainte de tout payer en bitcoin ou au moins avec du liquide échangé grâce à la monnaie électronique. Et pour le moment, ça a l'air de plutôt bien se passer. En un peu plus de 7 mois, il a déjà visité 14 pays, principalement dans l'Union européenne, mais aussi la Turquie et Israël. Il explique que finalement, c'est moins compliqué que ce qu'il avait prévu, puisque de plus en plus de sites internet et de commerces acceptent les bitcoins, même si selon les destinations, eh bien, ses repas et ses activités ont tendance à se ressembler. Il va même plus loin en racontant que sa contrainte se transforme parfois en avantage. C'était le cas notamment en Grèce, lorsque le gouvernement a mis en place tout un contrôle des capitaux et lorsque les banques étaient fermées pendant plusieurs jours, eh bien, lui a pu continuer à vivre normalement, à payer grâce à ses bitcoins. Malin, notre ami. Joli challenge en tout cas. Merci Joanna et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec entre autres le pétrole. Restez avec nous, l'info continue.